Bonjour, je suis Jérôme Badi et vous écoutez VCast, le podcast média de Values. Bon, c'est un rendez-vous que vous attendiez toutes et tous, j'en suis sûr, la Rétro Conso 2024 de Values. Bah oui, chaque année, finalement, depuis la création de ce podcast, nous faisons le point sur les comportements de consommation des Françaises et des Français, de nous, quoi. On observe les tendances, certaines qui s'affirment, d'autres qui disparaissent, et nous tentons de nous projeter sur l'année qui commence. Pour cela, j'accueille notre experte qui a son rond de serviette dans VCast, Émilie Mayer, directrice Business Insight de Circana. Bonjour Émilie. Bonjour Jérôme. Bon alors avant toute chose, il n'est peut-être pas inutile de nous rappeler ce qu'est Circana et ce que tu fais au quotidien, bon évidemment quand tu n'es pas l'invité de VCast. Alors Circana, c'est un institut d'études qui suit le secteur de la consommation et plus particulièrement de la grande distribution. Donc on récolte tout ce qui est vendu à la caisse de tous les magasins de grande surface. Et moi, mon métier, c'est d'utiliser toutes ces données et de les rendre parlantes pour comprendre ce qui se passe sur le secteur de la conso. Bon, finalement, ce qu'on fait là ensemble, ça fait complètement partie de ce que tu fais au quotidien. Tout à fait. Bon, alors, dis-nous un petit peu ce qui s'est passé en 2024. Finalement, c'est un peu peut-être une année charnière après 2 ans de guerre en Ukraine. Cette guerre qui a entraîné une inflation très élevée dans le monde entier, et notamment liée à la flambée des prix de l'énergie. Où est-ce qu'on en est ? Je crois que l'inflation a quand même baissé, mais est-ce que la consommation a repris, elle ? Alors, je te confirme, l'inflation, elle a bien baissé. Dans l'économie en général, on est repassé l'année dernière sous les 2% d'inflation. On a même fini l'année à 1,3% d'inflation. Donc oui, l'inflation, elle s'est bien tassée en grande distribution. On est même revenu sur de la déflation, c'est de la baisse de prix. Malgré ça, malgré ce caillou dont on se débarrasse, eh bien, la consommation, elle repart pas autant qu'on l'attendait. Si on regarde de manière globale les achats qu'on fait au quotidien, qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires, on a dépensé moins en 2024 qu'en 2023. Alors, c'est vrai que les arbitrages sont plus forts sur les produits dits non alimentaires. C'est moins vital, c'est plus facile de s'en passer, entre guillemets, que sur l'alimentaire. En tout cas, les Français dépensent moins en général. Et la grande distribution n'échappe pas à ça, puisqu'en grande distribution, les volumes de vente et le chiffre d'affaires plongent aussi en 2024. Donc, on voit bien que même si les prix n'augmentent plus, la contrainte sur le budget des Français, elle reste très importante. Il faut se souvenir que les prix ont augmenté depuis 2 ans de plus de 20%. Donc, ils n'augmentent plus, mais ils ne baissent pas. Donc, la contrainte, elle reste quand même très forte. Ouais, tu as parlé de déflation. C'est quelque chose, moi je me souviens, il y a encore quelques mois, où on disait, quand on entendait les patrons des grandes enseignes, ils disaient on ne reviendra jamais en arrière, etc. Donc quand même, on observe des baisses de prix, quoi, carrément. Alors, c'est des baisses de prix, mais qui sont tout à fait minimes. C'est-à-dire que c'est du moins, même pas moins 1%. Donc, par rapport au plus 20% qu'il y a eu dans le passé, c'est toujours positif. Mais les prix restent quand même beaucoup plus élevés aujourd'hui que 2 ans en arrière. Donc, c'est une baisse des prix, mais vraiment faible, et que les Français ne ressentent pas. Du coup, quand les prix ont fait plus 20%, quand ils font moins 0,8%, c'est pas visible sur le ticket de caisse, donc ça permet pas de changer fondamentalement les comportements. Oui, et puis on rappelle que les salaires n'ont pas augmenté de 20% pour le coup. Absolument. Bon, est-ce que l'argument prix finalement reste fondamental dans l'arbitrage des consommateurs et est-ce qu'il y a des attentes particulières en termes de qualité ? Est-ce que ça a changé ? Bref, est-ce qu'on a changé nos habitudes de consommation, notre façon d'acheter ? Alors oui, le prix reste fondamental. En fait, on a plein de choses dans la consommation qui nous montrent que le prix va quand même driver beaucoup des comportements de consommation. Vous donnez déjà ce chiffre. En fin d'année dernière, il y a 66% des Français qui disent toujours se restreindre suite aux très fortes hausses de prix qu'il y a eu en France. Les enseignes qui cartonnent en 2024, le trio de tête, c'est Shein, Temu, Vinted. Donc, c'est des enseignes qui sont sur un créneau de prix attractif, très attractif. En grande distribution, on a plein de petits signes qui montrent que les Français font attention au prix. Dans les produits qu'ils vont mettre dans les caddies, au global, ils mettent moins de produits, mais ils mettent plus de marques de distributeurs, plus de premier prix. Les enseignes qui gagnent, c'est les enseignes qui sont les mieux positionnées en prix. Les aliments simples,
comme les œufs, les pâtes, le riz, eux, ils sont dynamiques en volume alors que la consommation n'est pas très dynamique au global. Et puis, on sent toujours qu'on a un seuil en grande distribution, un seuil autour de 3 euros, 3,50 €. Et quand on est au-dessus de ce seuil, les ventes, elles chutent plus fortement. Donc oui, le prix, il est central. Maintenant, la volonté de bien consommer. C'est-à-dire, quand on demande aux gens, est-ce qu'ils ont envie de bien consommer? Bien sûr, ils sont 3/4 à nous dire qu'ils veulent mieux consommer, mieux manger. Mais vouloir n'est pas pouvoir, et c'est ce que nous a montré en 2024 la conso. Oui, d'accord. Enfin, il y a un truc un petit peu inquiétant. On va y revenir à la fin. Quand tu parles des marques qui cartonnent, Shein, Temu, Vinted, c'est un petit peu différent, mais il y a quand même un petit problème, j'allais dire environnemental et aussi qualitatif là quand même derrière ce genre de choses. Donc on a l'intention 75%, tu dis, de mieux consommer, et en même temps, oui, l'argument prix, il est là. Voilà, c'est pour ça que il y a le vouloir, mais en fait, au quotidien, les contraintes financières sont là, l'envie de consommer, elle est là aussi. Et donc, on se tourne aussi, pas que, mais aussi vers ces enseignes-là. Pour continuer au chapitre des comportements, où est-ce qu'on a fait nos courses en 2024 ? Est-ce que finalement les grandes surfaces alimentaires ont fait le plein ? Ils en sont où là-dedans par rapport à nos habitudes de conso au quotidien ? Alors, quand on regarde les dépenses alimentaires des Français, la grande distribution, ça reste quand même le circuit de distribution où on fait le plus gros de nos courses. C'est 55% des dépenses alimentaires des Français. Le reste, c'est fait une partie dans les restaurants, puis une autre partie dans les autres commerces alimentaires, qui sont les petits commerces traditionnels que l'on connaît, et puis les enseignes spécialisées, du bio, du frais, etc. Donc là, la grande distrie, elle reste dominante dans les dépenses alimentaires. Maintenant, c'est un circuit qui, depuis quelques années, perd des positions. C'est ce qu'on appelle la fragmentation des achats, c'est-à-dire que les Français répartissent leurs achats dans de plus en plus de circuits, d'enseignes différentes, et ça se fait plutôt sur l'alimentation au détriment de la grande distrie. Et qui gagne pendant ce temps-là? C'est les commerces traditionnels, notamment les boulangeries. C'est un circuit qui se porte très bien. Des enseignes assez expertes, type Grand Frais, par exemple, qui ont une vraie qualité de produits, une grande variété de produits aussi. Donc ça séduit les consommateurs. Et puis, il y a d'autres propositions type des gens qui vont faciliter les courses, en fait, comme Picnic, qui est un nouvel intervenant qui fait de la livraison à domicile, Joe, qui est une application où on fait ses courses sur un drive de la grande surface, mais on a une clé d'entrée pour faire ses courses par recette, donc il va simplifier la vie des gens. Donc on voit que tout ce qui est expertise, simplification de vie, c'est des choses qui se développent et qui grignotent un petit peu de part de marché sur les grandes surfaces, même si, encore une fois, les grandes surfaces restent très puissantes. Ouais, j'allais te demander un peu en incise, mais t'en as parlé, les acteurs comme ça, je pensais aussi à HelloFresh. Est-ce que ça, oui. À quel point ça gagne du marché, et est-ce que elles font de l'ombre vraiment? Est-ce qu'on observe cette tendance-là? Ça prend des parts de marché à la GMS? Alors, ça prend des parts de marché à la GMS, c'est quelques dixièmes en fait, mais sur les dépenses alimentaires des Français, c'est près de 300 milliards, donc c'est énorme. Donc, les petits dixièmes, en fait, on a calculé que sur 5 ans, les grandes surfaces, elles ont perdu dans les dépenses alimentaires des Français à peu près 3 points de part de marché. Ah oui, quand même. Sauf qu'avec l'inflation, ce gâteau alimentaire, il a énormément grossi. Ça veut dire que les grandes surfaces, si elles avaient réussi à tenir leur part de marché qu'elles avaient il y a 5 ans, elles feraient 8 milliards d'euros en plus. Donc, on voit quand même que les points de part de marché perdus, ils sont gros en valeur. Et puis, il faut savoir regarder tous ces nouveaux acteurs parce que ça nous dit beaucoup de ce que recherchent les gens. Une consommation de plus en plus spécifique. Et c'est vrai que la grande distribution, c'est plutôt le temple de la massification. Donc, c'est important aussi de regarder ce qui se passe autour pour se positionner sur ce qui compte pour les gens. Et tu as l'impression quand même qu'il y a des signaux qui montrent que justement les grandes surfaces ont pris le taureau par les cornes et cherchent en tout cas ou proposent des nouvelles solutions là-dessus? Oui, il y a beaucoup d'expérimentations, il y a beaucoup d'initiatives, de tests qui sont faits. Je pense que quand je disais tout à l'heure, Grand Frais sur les produits frais se porte très bien. C'est un rayon qui, la distribution accorde beaucoup d'attention à ce rayon-là, qui est un rayon important des magasins. Il y a des enseignes qui hébergent des corners avec d'autres enseignes. Il y a beaucoup de choses qui sont testées et c'est très bien parce que la consommation se fragmente. Et il faut être très en veille par rapport à ça parce que
chaque point de part de marché coûte assez cher, comme on l'a vu. Bon, on en parle depuis qu'on se rencontre pour ce podcast. D'ailleurs, c'était en 2020, donc on a créé ce podcast au moment du Covid et ça allait très bien avec cette tendance énorme qui est le drive. Ça monte, ça monte, ça monte. Est-ce que le drive continue de gagner des parts de marché en 2024 ? Quels sont les différents circuits de drive ? Est-ce qu'on observe des différences ? Alors, le drive continue vraiment sur sa pente ascendante. C'est assez incroyable en fait, parce que le drive a gagné énormément en 2020-2021, Covid oblige. Et finalement, c'est un circuit qui a quasiment rien reperdu ensuite. Donc, il continue à être vraiment extrêmement dynamique. Et aujourd'hui, le niveau de part de marché du drive, c'est plus haut que pendant le Covid. Donc, c'est 8% des dépenses des Français qui sont faites en grande surface, qui sont faites sur le circuit drive. Alors, je dis drive de manière un peu abusive parce qu'il y a quand même de la livraison à domicile aussi, que font les grandes surfaces. Donc, c'est le e-commerce des grandes surfaces qui va très bien, puisque pour le coup, si au global, les volumes de vente ne se développent pas, en drive, ils sont à plus 5. Donc, ça va très bien du côté du drive. Et pourquoi ça va très bien du côté du drive ? C'est intéressant parce que c'est vrai qu'en grande distribution, on se bat beaucoup sur le prix, sur le sujet du prix. Et le drive, quand on demande aux gens pourquoi ils vont en drive, c'est pas le prix qu'ils nous disent en premier. C'est parce que c'est un circuit pratique. C'est un circuit qui fait gagner du temps parce qu'on fait ses courses d'où on veut, quand on veut. Si on veut les faire de son canapé le soir à 22h, c'est pas un problème. On n'a pas à chercher une place pour se garer, on prend sa voiture, on récupère ses courses, on rentre chez soi, on n'a pas à sillonner les allées du magasin, on n'a pas la queue à faire à la caisse, ce que les gens ne supportent plus. Donc, c'est un vrai facilitateur de vie. Et le temps, alors il y a des gens qui n'en ont pas, voilà, qui sont en pénurie de temps. Et après, il y a aussi la façon dont on a envie d'occuper son temps. Et de plus en plus, on a envie de passer du bon temps, du temps de loisir et pas forcément du temps à faire ses courses. Donc voilà, le drive, ça nous dit ça. Après, il y a un sujet de prix, bien sûr. Le drive, on contrôle son panier, tout ce qu'on veut. Mais le premier avantage, c'est la praticité. Mais c'est assez intéressant parce que on réfléchit souvent, nous, en tant qu'agence média, ce qu'on appelle les moments de vie, quoi. Et ce que tu dis là, c'est intéressant. En fait, on choisit aussi ces moments de vie et comme si on cherchait à avoir des moments de vie plus qualitatifs ou en tout cas à adapter les impondérables à notre vie et à nos cycles de vie, à nos moments de vie, quoi. C'est assez intéressant. Tout à fait. Il faut que ce soit un temps choisi aussi, ce temps de cours. C'est pas un temps subi, en fait. Ouais, absolument. Bon, alors finalement, si on se projette un petit peu, comment est-ce qu'on redresse la barre ? Est-ce qu'il y a une recette ? Est-ce qu'il y a des bons exemples pour essayer justement de redresser la barre de cette consommation ? Bon, évidemment, tu vas me parler du prix, j'imagine. Alors, c'est vrai que la photo globale de la conso et de la grande distri en particulier, elle n'est pas catastrophique, mais elle n'est pas très, très bonne. Maintenant, il y a des choses à faire. Il y a des vraies choses à faire. Alors, tu as raison, le prix, ça reste assez central. Il y a plein de signes dans la consommation. On l'a vu avec les enseignes Chine, Temu qui vont bien, les marques de distributeurs qui vont bien, les premiers prix, les aliments simples. Voilà, il y a plein de signaux qui nous disent attention. Les prix ont augmenté de 20%, les Français, ils font attention. Donc, ça reste très important de rester accessible. Après, il y a d'autres choses à faire. À notre sens, il faut continuer à se différencier. Et qui dit différenciation, dit innovation. On a une vraie panne sur les innovations depuis plusieurs années en grande distribution. Les produits lancés dans l'année, ils ne représentent même pas 1% du chiffre d'affaires de l'année, donc c'est faible. C'était, il y a encore quelques années en arrière, plus de 3%. Donc, il faut réussir. Alors, c'est facile à dire, ça nécessite de l'investissement, de la communication sur les innovations, mais c'est fondamental. Un marché qui n'innove pas ou qui n'innove pas bien ou pas assez, c'est pas bon signe pour l'avenir. Donc, et il faut qu'on retrouve… Tu penses à quoi quand on parle d'innovation produit ? C'est quoi, un nouveau yaourt ? C'est ça l'idée ? Alors, je pense effectivement à des nouveaux produits. En fait, ce que l'on voit, c'est que depuis le Covid, les marques, elles ont tendance à capitaliser sur des gammes qui existent déjà et à faire des extensions de gamme. On a aussi une tendance à faire des emballages qui sont plus respectueux de l'environnement. C'est très bien, mais en fait, tout ça, c'est pas vraiment perçu comme des innovations par les gens quand ils font leurs courses. Une innovation, c'est une marque qu'on ne connaît pas, c'est une marque qui arrive sur une famille de produits où on n'avait pas l'habitude de l'avoir, c'est quelque chose qui va me faciliter la vie, qui va me procurer beaucoup de plaisir, qui va me faire voyager. Bref, on est un peu en panne sur ces innos un peu fortes. Et puis, il y a un autre sujet aussi qui est important, c'est quand la croissance, elle est plus tellement là,
au niveau moyen national, il faut aller chercher la croissance où elle se situe. Et donc, il faut agir plus précisément, plus localement, parce qu'il y a encore des poches de croissance sur le territoire français, mais il faut aller les chercher. On a une consommation comme la population qui se déplace beaucoup sur la façade atlantique, par exemple. Donc voilà, c'est comment je vais territorialement aller chercher la croissance. Et puis, il y a autre chose qui est quand même, je trouve, assez important, c'est d'anticiper l'avenir. C'est vrai que la grande distribution, il faut absolument qu'elle se saisisse de deux sujets fondamentaux qui sont les évolutions démographiques. Aujourd'hui, les marchés de grande conso, ils souffrent beaucoup de la baisse de la natalité. Tous les marchés autour du bébé, que ce soit le jouet, le textile, l'alimentation, les couches. Et ça va pas s'améliorer, hein. En revanche, il y a très peu de marchés qui sont boostés par la dynamique du vieillissement de la population. Voilà, donc ça, c'est voilà, le marché qui va bien, c'est les produits d'incontinence. D'accord. Voilà, parce que, mais ça, c'est une vision un peu curative de la vieillesse. Donc, c'est comment, en fait, on arrive à créer des offres, des segments de marché qui collent à ce vieillissement de la population parce que la population française, elle vieillit. Donc, comment on s'adapte et on se profile sur ces changements-là. Et l'autre grand changement, bien évidemment, c'est la transition de l'alimentation. Et c'est vrai qu'il y a encore quand même pas mal de boulot à faire du côté de la grande distrie là-dessus. Petite question qui me vient en t'écoutant, et on n'en a pas parlé, je me souviens qu'on en avait parlé dans les précédents podcasts. Les marques distributeurs, comment elles se portent là, comment elles se sont portées, on va dire, et comment elles se portent aussi en début d'année 2025? Est-ce que tu as des indicateurs là-dessus? Alors, les marques de distributeurs, elles font une bonne année 2024. Elles continuent à gagner des parts de marché, du coup, sur les marques nationales, hein. Alors, c'est moins puissant qu'en 2022-2023, quand on avait respectivement 6 et 13% d'inflation. Comme il y a beaucoup moins d'inflation, voire plus d'inflation en 2024, ça ralentit un petit peu leur croissance, mais elles sont quand même toujours là. Et les ambitions de certains distributeurs de mener les marques de distributeurs à 40% de part de marché, 50% de part de marché dans des horizons de temps qui ne sont pas si éloignés d'aujourd'hui, doit forcément entraîner une grosse vigilance de la part des marques nationales, parce que quand on regarde les marques de distributeurs sur les 3 dernières années, il n'y a pas beaucoup de terrains qui leur ont échappé en termes de gains de position. Elles ont gagné des positions là où elles étaient déjà très bien implantées, mais aussi sur des marchés où elles l'étaient beaucoup moins. Donc, il faut vraiment garder un œil sur les marques de distributeurs parce que les enseignes les poussent dans les rayons. Ils en mettent de plus en plus. Comme les rayons ne sont pas extensibles, on le sait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des choix qui vont être faits sur les marques nationales qui vont être posés à côté des marques de distributeurs. Oui, et puis surtout qu'on entend quand même nos chers grands patrons de la grande distribution souvent râler sur les prix des marques nationales et internationales, j'allais dire. Et donc c'est finalement aussi de la mauvaise pub, et ils mettent souvent en avant leurs marques, les marques distributeurs là-dessus, comme quoi elles sont plus vertueuses, tout ça, quoi. Et si on se projette dans l'avenir maintenant et qu'on parle un petit peu des tendances, qu'est-ce qui, d'après toi, guide les consommateurs au moment de faire leurs achats? Je crois que tu m'as parlé notamment du plaisir. On a parlé de la praticité. Il y a aussi le plaisir. Comment tu vois ça? Beaucoup. C'est vrai que le plaisir est vraiment… c'est vrai que la conso va pas très bien de manière globale, mais quand on regarde des produits très plaisir, il y a des jolies croissances. L'année 2024, ça a été un peu l'année du chocolat, alors qu'il y avait quand même encore de l'inflation pas mal sur le chocolat. Mais voilà, les tablettes de chocolat, les confiseries au chocolat, la pâte à tartiner, c'est quand même des croissances qui sont toujours là. Et puis des produits de l'apéritif, le saucisson, les produits apéritifs, qu'on va grignoter. Donc, il y a encore de la place pour le plaisir, mais parce qu'il faut dire aussi qu'en grande distrie, un produit, c'est moins de 3 € en moyenne. Donc, en fait, c'est des petits plaisirs que les Français s'autorisent et sauvegardent dans les paniers. Donc, bien sûr, le plaisir, il est central. Les Français, ils mangent avant tout pour se faire plaisir. Donc, ça, c'est un axe intéressant. Effectivement, la praticité, tu l'as évoqué. On revient sur ce rapport au temps. En fait, mon temps, j'ai envie de le passer à autre chose que faire les courses. Donc, ça influence le circuit où je vais aller faire mes courses. Puis, ça influence aussi les produits que j'achète. Tous les produits pratiques, les solutions repas, ce qui va me permettre de manger assez rapidement. Finalement, ça se porte plutôt bien aussi. On a aussi des Français qui sont en recherche de goût. Ça, c'est assez amusant de constater ça parce que on a cette image des Français assez attachés à leur patrimoine culinaire, mais en fait, quand tu regardes, il y a vraiment ce qu'on appelle la cuisine du monde.
les produits Tex-Mex, asiatiques, italiens, antillais qui vont très bien. Voilà, on sent qu'il y a une recherche de goût, d'épices, probablement aussi influencée par les réseaux sociaux. Il y a pas mal de challenges autour de l'épice et des goûts. On peut aussi, voilà, donc tout ce qui est épices et sauces qu'on va venir adjoindre, ça fonctionne aussi très bien. Et puis, un autre axe en termes de produits qu'on voit vraiment pousser, c'est une alimentation un peu plus fonctionnelle, je dirais. C'est vrai qu'en France, par rapport aux pays anglo-saxons, on n'est pas très branché alimentation fonctionnelle, mais ça arrive quand même chez nous. Ça veut dire C'est-à-dire qu'on quoi? voit tout ce qui va être riche en protéines, hyper protéinées, c'est-à-dire certains produits laitiers hyper protéinés, des barres de céréales hyper protéinées, les fruits secs, ça se porte aussi très bien et ça peut être mis en relation avec la hausse dans des inscriptions dans les salles de sport. On voit que en 2024, les Français, ils ont dépensé 20% de plus dans les salles de gym fitness. Et on a tous en tête cette image de la salle de sport et peut-être un culte du corps aussi qui évolue un peu. Et on cherche aussi à augmenter sa performance corporelle avec des produits protéinés. Voilà, ça, c'est un truc aussi pas inintéressant à constater. Donc, tout ne va pas mal. Il y a des vrais puits de croissance, que ce soit en termes de produits ou de circuits. Bon, on aurait pu finir là-dessus, mais sur ton tout ne va pas mal, c'était bien, Émilie, merci, bien essayé. Mais je voudrais quand même parler du bio. Je voudrais qu'on parle un peu des enjeux environnementaux. Là, j'ai dit un mot un peu engagé sur Temu et Chine, pardon. Bon, comment on prépare l'avenir avec ces enjeux-là? Est-ce que le bio, enfin comment va le bio après des années, je crois vraiment de décroissance, et puis quels sont les enjeux finalement sur cette question? Je trouve que les marques de distributeurs notamment font quand même un vrai travail autour des produits bio. Enfin en tout cas c'est ce que je constate moi. Voilà, quelle est ta vision de la chose en espérant finir quand même sur une note positive? À toi de jouer. Alors, j'ai commencé un petit peu à le dire tout à l'heure. C'est vrai que cette transformation alimentaire en grande distribution, il y a encore quand même beaucoup à faire. Le végétal, par exemple, ce qu'on appelle les alternatives végétales, ça va très bien. Mais c'est un micro-marché, c'est-à-dire c'est un marché qui fait 600 millions d'euros. Donc, c'est tout petit à l'échelle de ce que j'évoquais tout à l'heure du marché alimentaire de plusieurs milliards. Donc, c'est très bien, il y a des lignes qui bougent, mais pour que ça soit de vraies alternatives à l'alimentation classique, il faut mettre plus de produits dans les magasins, il faut aussi proposer des prix qui soient cohérents et que ce ne soit pas le double de la protéine animale. Et puis, il faut aussi faire la promotion de ces produits-là, que les gens les voient. Donc, il y a encore du travail à faire. Sur le bio, alors le bio, on a enchaîné encore une mauvaise année en grande distribution. Je vais être assez synthétique là-dessus, c'est-à-dire que les rayons ont continué de se vider. C'est-à-dire qu'il y a encore eu voilà, en grande distribution, on a continué à enlever des produits bio et c'est le serpent qui se mord la queue, en fait, parce que quand on en enlève, ça se vend moins et ça emporte. Voilà. Donc, les ventes sont négatives, sont aussi négatives que la réduction du nombre de produits qu'on met dans les rayons. Je pense qu'on a atteint un plancher bas sur le bio en grande distrie et j'ai l'impression que début 2025, ça devrait être l'année un peu de la stabilisation. La chose positive, c'est que du côté des enseignes spécialisées du bio, donc Biocoop, Naturalia, La Vie Claire, tout ça, on a retrouvé de la croissance en 2024. D'accord. C'est des enseignes qui de nouveau progressent. Donc, oui. Ça devrait arriver en grande distrie avec un peu de décalage parce que voilà, ça a été assez sévère le ménage fait dans les rayons, mais ça devrait aussi aller mieux du côté de la grande distrie, donc c'est plutôt encourageant. Voilà. Après, il y a toujours un sujet de prix qu'il ne faut pas ignorer. Les Français sont de moins en moins prêts à payer cher pour bien consommer, donc il y a toujours ce sujet d'accessibilité. Comment ces propositions qui sont mieux-disantes pour la santé, pour l'environnement, je les mets en accès de tous. Vous avez 3 heures. Oui, bonne chance. Mais ça va bien avec ce que tu disais sur la fragmentation des achats néanmoins. C'est-à-dire qu'effectivement, on va aller choisir son ancienne spécialisée pour aller chercher des produits comme ci, comme ça, quoi. Ça va bien avec ça. A priori, les enseignes spécialisées ont récupéré des acheteurs de la grande distribution qui finalement trouveraient peut-être plus suffisamment de produits qui leur conviennent en grande distribution. Ouais, c'est ça.
Eh bien, je vais te remercier beaucoup, Émilie, pour ce Rétro-Conso 2024. Je vais faire un petit résumé en chiffres, exceptionnellement, ce que je ne fais pas d'habitude. Allez. Attention, je me lance, tu me diras si j'ai juste. Moi, j'ai noté qu'il y a 66% des Français qui disent se restreindre dans leurs achats. Néanmoins, il y a une volonté de mieux consommer. 75% des Françaises et des Français disent qu'ils souhaiteraient pouvoir mieux consommer. J'ai aussi retenu que la grande distribution, ça représente 55% des dépenses alimentaires et 300 milliards d'euros de dépenses, même s'il y a une perte de quelques points. J'ai aussi retenu que le drive et d'une manière générale le e-commerce de la grande distribution, ça représente 8% aujourd'hui. Et pour finir, j'ai appris quelque chose d'incroyable, c'est que la moyenne de ce qu'on achète en grande surface, c'est 3 euros. Est-ce que j'ai juste ? Tu as tout bon, bravo. Ok, bon, j'ai bien résumé, voilà. Merci beaucoup, Émilie, une fois de plus d'avoir répondu Avec plaisir. à mon invitation. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de VCast. Mettez-nous des étoiles, des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Ciao.